Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, on va parler de cette soluté de réhydratation, appelée en général cire. Pourquoi cire? J'en sais pas. Et le ou le i? Pourquoi cire? C'est juste SR, soluté de réhydratation. Pourquoi le i? Je trouve pas une explication, mais bon, peut-être intraveineuse. Elle paraît très logique, mais si on dit soluté de l'hydratation intraveineuse, ça devient SRI, mais pas IR, mais pas CIR. Mais bon, peu importe. Alors, comme vous voyez, c'est un flacon de 500 millilitres. C'est pratiquement, il semble à des autres solutés de remplissage, comme salé, glucosé, toute cette histoire. Par contre, il a une composition un petit peu particulière. Pourquoi? Alors, sur cette flacon-là, ou sur cette poche-là, qu'est-ce qu'on a? On a pratiquement 500 millilitres de liquide, ça c'est primo. Et en parallèle de ça, j'ai 55 grammes du glucose. Et ça vous rappelle de quoi? Ça vous rappelle de glucosé G5%. D'accord? Alors on peut dire que c'est un glucosé G5%. Oui. Et en parallèle de ça, on a quoi? Et on a d'autres molécules. Et on a 3 grammes du sodium. Ça c'est nouveau. Et on a aussi 2 grammes de potassium. Et en parallèle de tout ça, on a 1 gramme de chlorure de magnésium et 1 gramme de gluconate de calcium. Mais bon, elle est bien ce flacon-là. Hein? Elle est bonne cette soluté. Elle est riche. Hein? Elle est riche en électrolytes. Et ça c'est bon pour les malades qui ont un problème. Non? On va voir. Alors, comme vous voyez, c'est un G5 à la limite qui est composé du glucose, ou bien sûr du glucose, et du sodium, et des électrolytes, le sodium, le magnésium et le calcium. Mais hop, il y a un problème, non? On a du, on a du calcium avec le magnésium dans une seule poche. Pourquoi il n'y a pas de précipitation? On a dit la dernière fois que dans la séance de olékinomène, que magnésium et calcium, ils n'ont pas vraiment d'accord entre eux. D'accord? Non, au contraire. Et tellement ils sont d'accord, une fois ils se trouvent ensemble, ils se précipitent. Alors, on va expliquer pourquoi. Alors, pour le glucose ou pour le calcium, on a les sels de calcium, on a plusieurs sels. Exemple, on a glyconate du calcium, on a chlorure du calcium, on a carbonate de calcium et XXXXX de calcium. Sel de calcium. D'accord? Pour le magnésium, on a chlorure de magnésium, on a asparate de magnésium et on a le plus connu, sulfate de magnésium, qui existe chez nous. D'accord? À l'hôpital. Alors nous, à l'hôpital, on a sulfate de magnésium. Alors si on met sulfate de magnésium avec chlorure de calcium, ça va précipiter. Et c'est pas vraiment du tout bon de les associer dans un flacon pour perfusion chez un malade. D'accord? Ça c'est prime. Maintenant, pour le gluconate de calcium, oui, elle est d'accord avec, on peut l'utiliser avec sulfate de magnésium. Veut dire, il est compatible. D'accord? Très bien. Dire, je peux les mettre dans une seule flacon ou un seul flacon. D'accord? Il n'y aura pas bien sûr ce risque de précipitation. Maintenant, j'ai le chlorure du magnésium avec gluconate de calcium. Est-ce qu'il s'arrange? Eh bien oui. D'accord? Et voilà l'exemple devant vous. On a chlorure de magnésium et gluconate de calcium. Ils sont très d'accord, il n'y a pas de précipitation. Excellent. Par contre, pour les autres, chlorure du magnésium et chlorure de calcium qui se trouve dans l'oléclinomène qu'on a parlé. Alors, il se trouvait dans 2 compartiments différents, si vous vous rappelez, différents, si vous vous rappelez. Alors, le glucose ou bien le magnésium, il se trouve dans le côté où il se trouvent les électrolytes et les glucoses, d'accord? Et le magnésium, le chlorure de magnésium, il se trouve dans le compartiment acide aminé, si vous vous rappelez. D'accord? Alors maintenant, si on mélange la poche,
il y aura une communication entre les deux. Maintenant, est-ce que le milieu, parce qu'il va devenir un milieu un petit peu blanc, d'accord, riche en lipides, qui va assurer la non-précipitation, ou bien le chlorure avec le chlorure. Chlorure de Mg avec chlorure de calcium. Et il ne précipite pas. Ça, j'en sais pas. Peut-être le milieu, je pense, peut-être le milieu, mais c'est une question à rechercher. D'accord? Ou bien c'est une information à rechercher. D'accord? Mais une fois qu'ils aient été mis à part, je pense que le milieu, que le milieu lipidique, c'est lui qui assure la non-précipitation. Mais bon. Alors toujours maintenant, on revient à un autre flacon de réhydratation, ou bien cette solution de réhydratation. Donc qu'elle est riche en électrolytes, pas trop, parce que rappelez-vous que nous, quand on mange, on doit apporter 25 jusqu'aux 40 millilitres par kilo par jour de liquide. D'accord? Alors on doit substituer ce liquide-là chez un malade qui ne reçoit rien par 24 heures. D'accord? Alors, chez un malade qui pèse 70 kg, si on peut dire il a besoin de 30, par exemple, 30 millilitres par kilo comme exemple, alors 30 fois 70, c'est 2100 millilitres par 24 heures. Alors l'être humain, ou bien cette personne-là, qui pèse 70 kg, elle a besoin de 2100 millilitres par jour de liquide. Ça pour les liquides. Maintenant pour les électrolytes. Pour les électrolytes, on a plusieurs théories. On a qui part de 1 millimol les besoins quotidiens, d'accord, en électrolytes. Il y en a qui part de 1 millimol par kilo par jour pour le sodium, pour le potassium et pour chlorure, d'accord. Il y en a qui parlent de plus, d'accord. Alors pour les besoins en sodium, ils sont à 1 à 2 millilitres, bien millimol par kilo par jour. Si on prend un malade qui pèse 70 kg, alors résultat c'est entre 70 jusqu'aux 140 millimol par jour. Si on la convertit en grammes, ça va nous donner autour de 8, comme maximum 8 grammes par 24 heures. D'accord? Ça c'est pour le sodium. Pour le potassium, c'est environ 1 millimol par kilo par jour. Si on la convertit chez un malade qui fait 70 kg, ça va nous donner autour de 4 jusqu'aux 5 grammes par jour de sodium. D'accord? Excellent. Alors, ces chiffres-là sont les besoins normaux ou bien journaliers d'un malade ou bien d'un sujet normal. Maintenant, pour l'apport calorique de ce flacon. Alors, comme vous voyez, il emporte 500 grammes, plutôt 55 grammes de glucose. Mais pas le glucose pur. Le glucose pur, il est à 50 grammes. C'est tout. D'accord? Alors le sucre, le glucose final, d'accord, qui se trouve dans le sang. Il est autour de 50 grammes par litre de cette solution. D'accord? Alors la valeur énergétique, ou bien sa valeur énergétique, elle est autour de 200 kilocalories par litre. Alors il paraît très peu. Rappelez-vous que nos besoins énergétiques pour un sujet de 70 kg, les besoins énergétiques selon un métabolisme qui n'est pas vraiment important, elle est autour de 2000 kilocalories par jour. Alors cette quantité de 200 kilocalories ne suffira jamais à assurer un bon apport calorique. Alors, il est mis juste pour enlever les corps cétoniques, si on peut dire, chez un malade qui a jeûne. Alors maintenant pour les indications de cette soluté, alors elle est utilisée fréquemment chez les malades qui ne reçoivent rien, d'accord, à travers la bouche pour raison X. Peut-être ils ont un problème dans la tractus digestif haute, d'accord. Peut-être qu'ils peuvent pas mettre, qu'on peut pas les mettre une sonde nasogastrique pour une raison X. Notre malade il est inconscient, d'accord. Notre malade n'est pas vrai quand on dit inconscient. Pas inconscient à cause d'un problème neurologique et aigu. Attention,
de mettre ces solutés chez les malades, hein. Attention, les malades inconscients, il faut savoir la cause de l'inconscience. D'accord? Pourquoi? Parce que ces solutés-là, cette soluté aggraver la situation du patient. D'accord? Alors, pour mettre cette soluté chez un malade inconscient, il faut tout d'abord savoir la cause de ce trouble de la conscience et est-ce que cette soluté-là, elle est nocive ou non. C'est selon les pathologies. Je vous donne un exemple. Si un malade arrive avec un trauma crânien, d'accord, et vous me dites, ah, pourquoi je lui mets pas un flacon de cire tant qu'il est inconscient et ne reçoit rien. Mais son cerveau, il est malade. Son cerveau, il est fragile. D'accord? Alors, si vous mettez cette soluté-là, vous allez aggraver le dame cérébral chez un malade. Exactement pour un autre malade qui présente un AVC ischémique dans sa phase aiguë. Hein? Cette solution-là, elle peut aggraver sa situation. D'accord? Ou bien son tableau clinique. Alors, attention. Cette soluté-là de l'hydratation, on peut la mettre chez un malade qui ne peut pas manger. D'accord? Pour raison X. D'accord? Soit elle est dans la période préopératoire, soit dans la période post-opératoire, soit il ne peut pas assurer ou bien manger pour une raison X. D'accord? Mais on doit s'assurer aussi qu'il n'est pas en situation de déficit. Qu'est-ce que ça fait dire? Si par exemple mon malade il a une hypocalcémie, d'accord, et une hyponatrémie, je dois corriger l'hyponatrémie avant de mettre cette soluté, d'accord. Si mon malade il est très déshydraté, cette soluté-là n'est pas vraiment suffisante, d'accord. Il faut augmenter les apports. Si mon malade il est hyper hydraté, il est infiltré, ces solutions-là vont aggraver la situation. Si mon malade il est en OAP, c'est encore pire, d'accord. Alors je donne encore une fois cette soluté pour les malades qui ne peuvent pas manger pour une raison X pour substituer, bien sûr, l'apport hydrique et électrolytique journalier. D'accord? Par contre, chez les malades en déficit, on doit corriger le déficit. D'accord? Puis, on peut garder ou bien mettre ces solutions en route pour garder cet équilibre, bien cette correction. D'accord? Alors, rappelez-vous toujours que c'est une soluté de l'hydratation, qu'on doit l'utiliser chez les malades qui ne peuvent pas manger, d'accord. Bien sûr, ça reste toujours temporaire, hein, d'accord. On ne peut pas mettre cette solution pendant des années et des années, d'accord. Peut-être juste quelques jours hein, pour pallier une situation pathologique, d'accord. J'espère que c'est clair si vous avez des questions. Bon, là on a parlé de soluté de l'hydratation.